Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, émission quotidienne de CMC Markets qui a lieu tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 février. C'est donc la fin de la semaine, la dernière séance d'une semaine mouvementée. Cette semaine, nous avons eu des fortes baisses sur les sociétés bancaires, notamment certaines d'entre elles ont publié et ont déçu les marchés. Et donc les cours de ces titres-là ont été fortement baissiers. Par exemple, Société Générale, on a vu des banques attaquées comme la Deutsche Bank. Néanmoins, en cette fin de semaine, l'or a atteint 1250, l'euro 1,13, le SP500 a testé les 1810 points, le CAC 40 est revenu à 3900 points et a perdu 300 points sur la semaine. Nous avons beaucoup baissé, nous arrivons sur des seuils majeurs, le marché tente de réagir un petit peu. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun signe de retournement effectif. Je voulais tout simplement inviter à la prudence en ce vendredi, c'est la fin de la semaine. Début de semaine prochaine, nous allons avoir la réouverture des marchés chinois qui ont été fermés pendant une semaine et ça pourrait engendrer de la volatilité. Donc voilà, je pense que la fin de la semaine va se faire. Nous allons voir ce soir si des réactions se font sur les supports évoqués et il sera temps lundi de prendre note si des signaux ont été donnés ou pas ou si au contraire les actifs risqués restent sous pression. Le titre du jour, c'est Changement de paradigme et je vais vous expliquer cela dans quelques instants. Bienvenue à tous donc pour la matinale. Comme tous les matins, un avertissement sur les risques sur le caractère purement informatif de cette présentation ainsi que sur les CFD. Je vous laisse en prendre note. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour José. Bonjour à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser vos questions au long de cette session. Donc nous allons commencer avec les dernières news. On va parler des derniers décalages de marché. On va regarder le calendrier économique, puis passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets. Comme d'habitude, je réponds à vos questions. Alors, le titre du jour, et avant de commencer par les news, le titre du jour, c'est Changement de paradigme. Je trouvais très intéressant la lecture d'un article que j'ai fait ce matin, où en fait on expliquait que nous sommes dans des marchés qui s'ajustent. C'est-à-dire que nous avons eu une forte chute des matières premières depuis 1 an et demi. Les matières premières se sont ajustées au fait que la croissance mondiale allait être plus faible. Les émergents ont pâti des baisses des matières premières et des baisses des prévisions économiques. Et donc les cours et les monnaies des pays émergents se sont ajustés. Puis, nous avons bien compris que les banques allaient potentiellement devoir faire des dépressions d'actifs, notamment sur leur position concernant tout ce qui était le secteur énergétique, avec des pertes qui pourraient aller jusqu'à 30 milliards en Europe et avec une économie du shale oil qui représente 400 milliards aux États-Unis et sur laquelle il pourrait y avoir des pertes. C'est la raison pour laquelle nous avons eu un ajustement sur toutes les valeurs énergétiques et également un ajustement sur le secteur bancaire, dont de nombreuses banques ont perdu 30 à 40% ces 6-8 derniers mois, s'ajustant justement aux perspectives de croissance, aux résultats et à la faiblesse des économies. Donc voilà, je pense que nous sommes dans un changement de paradigme. Nous avons eu des indices qui ont été fortement haussiers pendant 6-7 ans. Désormais, les indices sont baissiers ou neutres. Ça ne veut pas dire forcément que nous allons vers un crack à la 2008 avec une chute des cours de 50 à 60%, mais cela veut dire que nous allons devoir naviguer à vue, que des risques baissiers restent prépondérants sur ce marché et peuvent ressurgir à tout moment. Et c'est pour ça que c'est un marché dans lequel il faut être particulièrement prudent, chose sur laquelle j'ai fortement insisté ces dernières séances. Donc voilà, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, à plus court terme, le SP500 a tenu la zone des 1800-1820 cette semaine, malgré la confusion de Janet Yellen.
Janet Yellen nous a expliqué qu'elle espérait que le pétrole remonte, qu'elle aurait espéré que les indices internationaux tiennent mieux que cela, que les résultats d'entreprises américains doivent être scrutés. Donc les perspectives jusqu'ici complètement haussières de la Fed ont été un peu mises à mal et ont fait perdre un petit peu de crédibilité à Janet Yellen. C'est la raison pour laquelle ces discours de mercredi et jeudi n'ont pas entraîné de hausse du SP500 et c'est pour cela qu'il végète sur son support des 1820. Les actifs risqués donc, se sont stabilisés avant la fin de la semaine, c'est ce que je vous disais. L'or a atteint 1250, le pétrole se stabilise sur les 26-27 grâce à des rumeurs sur toujours des abaissements de production de l'OPEP. Le CAC stabilise sur 3009, le SP500 sur 1800. Et peut-être que nous allons juste finir la semaine sur une note de stabilité. À moins qu'un catalyseur cet après-midi nous fasse fortement remonter, mais je reste pour le moment dubitatif. Attention à la Chine qui reprend lundi, donc sa cotation après avoir fermé pendant une semaine. Jeudi, quand l'indice de Hong Kong s'est remis à côté, il a fait moins 4,5%, il a repris 1% cette nuit. L'Europe, le CAC 40 a perdu 300 points, donc autour de 6-7% cette semaine. Donc il se pourrait que la Chine soit malmenée en début de semaine prochaine. Si au contraire elle se tient particulièrement bien, ce sera un message positif pour lundi prochain. Si au contraire la Chine perd 15%, alors cela pourrait entraîner de la volatilité et peut-être des cassures supplémentaires en début de semaine prochaine. Donc il faut faire bien attention à ça. L'or a connu sa plus forte hausse trimestrielle en 30 ans, c'est-à-dire que si on partait du principe que le trimestre finissait aujourd'hui, eh bien l'or aurait pris pratiquement donc 20% sur le trimestre et ce serait une de ses plus fortes hausses en 30 ans. Ça fait partie de mon émission du jour dans le fait que nous sommes dans un changement de paradigme. C'est-à-dire que nous sommes dans une perspective économique américaine de stabilité, non pas de force et de hausse de taux continuelle. Donc nous avons potentiellement un dollar qui pourrait soit stabiliser, soit baisser. Or, un dollar qui arrête de monter à moyen-long terme, c'est positif pour l'or et c'est pour ça que l'or a repris autant du poil de la bête. L'or est également recherché pour son côté dit refuge. Et donc voilà, on a potentiellement un changement sur les métaux. Pendant 4-5 ans, on a eu une baisse des métaux de toutes les matières premières. Pendant 4-5 ans, les particuliers étaient acheteurs de l'or. En 2016, les particuliers vendent l'or alors que l'or monte très fortement. Ça renforce également mon point de vue sur le fait que l'or pourrait avoir fait un point bas de moyen terme à 1050 $ et pourrait ne pas retourner vers les 1000 $, bien au contraire. Tant que les marchés seront sous pression et si le dollar ne s'apprécie pas plus, l'or a peut-être de beaux jours devant lui. Côté entreprise, Commerzbank a renoué avec les bénéfices au T4. L'Oréal a publié un résultat net d'exploitation en hausse et s'appréciait de 2% à l'ouverture. Ubisoft a revu à la baisse ses prévisions, le titre a été sanctionné de moins 7%. Casino a été placé dans la top list de JP Morgan. Et la semaine prochaine, nous aurons encore quelques résultats d'entreprise à scruter. Côté statistique, les chiffres du chômage US hier étaient toujours solides. Janet Yellen, donc je le redis, a été peu rassurante sur sa stratégie. Elle montre en fait que la Fed a peu de visibilité et a peu réussi à anticiper ce qui allait se passer sur les cours du pétrole, sur l'inflation, sur les chiffres économiques. Donc attention à la perte de crédibilité des banquiers centraux, c'est ce qui a tendance à ne pas rassurer les opérateurs. Ce jour, à 14h30, on aura les ventes au détail aux États-Unis, on aura la confiance des consommateurs à 16h. Ce sont deux statistiques quand même qui, si elles sont très bonnes, devraient donner du baume au cœur aux investisseurs. Donc, on pourrait avoir un petit peu de volatilité cet après-midi. Ce sera donc intéressant de voir ce que cela engendre sur les marchés et de voir en clôture journalière et hebdomadaire si des choses intéressantes se matérialisent. On va maintenant passer sur la plateforme. Donc, le constat du jour, c'est que oui, les actifs ont baissé et ont atteint des zones de prix majeures. On a parlé des 1800-1820 points sur le SP500. Hier, je vous ai montré le bas de canal ici à 3900 points sur le CAC.
Toutefois, hier, je vous disais que la tendance reste baissière, que oui, on peut trouver des supports réguliers tous les 200 points, que non, cela n'a pas empêché le marché de baisser plus. Donc voilà, je ne suis pas à la recherche de points d'achat forcément dans ce marché en étant un spéculateur à contre-tendance. Je fais état là à court terme d'un objectif atteint et d'une stabilisation des prix. C'est pas pour autant que les prix stabilisent qu'ils vont fortement repartir à la hausse. Comme je vous l'ai dit hier, dans un marché baissier, on abaisse les résistances au fur et à mesure, et tant que le marché ne casse pas de résistance, il ne donne pas de signaux, et tant qu'il n'y a pas de signal, il n'y a pas de raison de se placer à l'achat. Toujours dans cette optique d'une émission un peu particulière aujourd'hui où je vous parle justement de ce fameux changement de paradigme, voici le graphique du CAC 40 à long terme. Donc voilà, il n'est pas compliqué de constater qu'entre 2004 et 2008, on a eu une belle tendance haussière. Puis ensuite, pendant 1 an et demi, on a eu une tendance baissière. Ça fait maintenant 6 ans que la tendance est haussière en Europe et qu'on a eu un beau marché haussier. Désormais, nous ne sommes plus dans un marché haussier, nous sommes dans un marché un peu plus neutre. Voilà. Vous voyez qu'on est sur la zone ici des 3800-4000 points. C'est une zone qui a été très travaillée à la fin de l'année 2014. C'est une zone qu'on avait travaillée aussi en 2009-2010. Il est donc possible qu'on ait une stabilisation des cours dans cette zone de prix-là. Mais ce que veut dire le changement de paradigme, c'est que contrairement à avant, si on tient les supports et si on remonte un peu, eh bien le marché ne pourra pas forcément aller beaucoup plus haut. Déjà, il lui sera très compliqué de réintégrer sa tendance haussière précédente et repartir vers les 5000 points ou vers de nouveaux records. Je pense que, étant donné la configuration, étant donné la sortie de canal, la première option qui est un peu plus haussière, c'est le fait qu'on tienne la zone des 3800-4000 points et qu'on remonte un petit peu vers les 4002, 4003 ou 4004, dépendamment des statistiques et de ce que vont faire les banquiers centraux dans les semaines qui viennent. La deuxième option, c'est la plus baissière. Ce serait donc une accélération sous les 3800 points pour aller rejoindre la zone des 3400-3500 points, qui est une zone qui a été très travaillée à moyen terme. Voilà. Donc à court terme, on peut très bien stabiliser, on pourrait ensuite remonter, soit être neutre, soit, si des mauvaises nouvelles s'accumulent, ensuite refaire une jambe baissière en direction des 3500 points. Donc vous voyez qu'on n'est plus dans un marché haussier, on n'est pas non plus dans un krach boursier, on est dans un marché qui pourrait en fait être soit neutre avec un biais baissier sur l'année 2016. Je ne pense pas qu'en 2016 on va faire un point haut majeur comme on en a fait en 2015, et je ne pense pas en 2016 qu'on fera facilement un point bas majeur avant de repartir vers de nouveaux plus hauts. L'année 2016 pourrait être une année complexe avec 4500 points comme zone haute, zone de départ de début d'année, et 3500 points comme zone tampon majeure à long terme. Si on baissait autant et qu'on arrivait sur cette zone de prix, je pense qu'on pourrait y voir de fortes réactions. En attendant, à 3900-4000, on est un petit peu au milieu de nulle part. On est sur des zones travaillées il y a 2 ans. On a pas mal baissé. Voyons en fin de semaine comment cela se passe. Voyons début de semaine prochaine comment ça se passera avec l'Asie. Et on verra si on casse les 4000 points en données journalières. Alors il sera éventuellement possible d'envisager un scénario de rebond vers 4002, 4003. Voilà, nous naviguerons à vue, en tous les cas, à long terme, vous avez bien compris, ce changement de paradigme. On va regarder les autres indices. Donc, je vais mettre mon écran un peu plus grand que vous puissiez bien voir cela. Donc ça, c'est le SP500. Donc le SP500 s'est fait une frayeur hier, il est allé faire un nouveau plus bas annuel à 1805 points, mais pour l'instant, la zone des 1800-1820 tient bon. Aujourd'hui, les futurs nous indiquent du vert. Donc pour le moment, on assiste bien à une tenue du support des 1800-1820 points et à toujours cet hypothétique scénario d'un double creux. Je ne l'oublie pas, mais je vois aussi que pour le moment, la réaction tarde à venir, qu'elle met du temps, que les acheteurs sont tout de même peu présents.
Donc si vous voulez, si on a une mauvaise nouvelle qui tombe sur le marché, en à peine une séance, le SP500 peut perdre les pédales, casser les 1800, accélérer à la baisse et donner un signal majeur de vente. C'est pour ça que je n'insiste pas sur les supports, je n'insiste pas sur le fait que le marché tienne, car en insistant trop là-dessus, vous auriez tendance à acheter, à vouloir jouer des rebonds, à vouloir jouer des supports. Pour l'instant, les supports, on les enfonce un petit peu tous les jours, on réagit un petit peu dessus, mais tant qu'on n'arrive pas à casser une résistance, ça veut dire qu'on fait toujours une tendance baissière et que les risques restent baissiers. Donc il faut quand même être très prudent. Donc ça, c'est pour le SP500. Si le SP500 en fin de semaine arrive à remonter et que début de semaine prochaine, il arrivait à casser les 1880 points, alors on aurait une éventuelle validation d'un double bottom et donc des perspectives haussières. Mais je pense qu'on est dans un marché où ça ne sert à rien d'anticiper, ni de prendre des risques avant le week-end. On aura tout le temps de voir si le support est validé et si la hausse se fait. Et si c'est le cas, alors on pourra éventualiser des stratégies haussières, que ce soit sur les indices ou sur les actions. Regardons aussi le DAX. Donc, le DAX, vous allez me dire, il a fait une mèche basse hier, c'est joli. Il en avait aussi fait une il y a 2 jours. Ça ne l'a pas empêché d'aller faire un nouveau plus bas hier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le DAX, forcément, on a beaucoup baissé, donc il tente de mécher et de se stabiliser. On va le regarder en mensuel. En mensuel, tout comme le CAC dans la zone des 3800-4000 points, le DAX en fait retrouve les zones qu'il a travaillées ici en 2014. Voilà. Donc on arrive sur d'éventuelles zones de moyen terme, mais pour l'instant, je trouve que les réactions peinent à venir. Donc vous voyez, le DAX, il a fait un plus bas à 8680, c'est son plus bas en cours d'ouverture de fin 2014. Donc tout comme sur le CAC, on est revenu en fait au point de départ du quantitative easing. Fin 2014, il y a la crise russe, tout le monde a peur, on tient les niveaux, l'Europe losse un QE et vous avez le DAX et le CAC qui s'envolent. Et ensuite, on est revenu sur Terre, on a remis les pieds sur Terre et en ce début d'année, c'est les bancaires qui nous ont fait revenir sur cette zone de prix-là. On pourrait, si ça se passe bien, tenir cette zone de prix-là et remonter un peu. Mais à moyen terme, on a aussi des risques baissiers qui désormais deviennent prépondérants. Donc, que le DAX se stabilise, que le DAX se retourne, que le DAX valide des figures de retournement, et alors les acheteurs pourront potentiellement rentrer en ayant moins de risques. Pour l'instant, le fait d'acheter du DAX juste parce qu'il a fait une mèche la veille, c'est un achat qui reste un achat spéculatif. Voilà. Pour un investisseur de moyen terme qui a vu que les actions baissaient depuis le début de l'année et qui se dit j'achèterai des actions quand on sortira de la tendance baissière ou je passerai à l'achat sur les indices quand ils auront réellement fait un point bas, eh bien on pourra dire qu'un point bas a été fait quand on aura de véritables figures de retournement et on pourra dire qu'on sera sorti des tendances baissières le jour où on aura cassé les canaux baissiers que vous avez vus sur mes graphiques DAX et CAC. Donc le DAX, peut-être vaut-il mieux rater le point bas et attendre quelques centaines de points qu'il valide un retournement plutôt que d'aller à la pêche au point bas. Le CAC, c'est pareil. Voilà. Donc il y a ceux qui mettent à profit le bas de canal agressivement et puis il y a ceux qui attendront qu'on casse les 4000 points et qu'on tente quelque chose potentiellement à la hausse. Pour l'instant, cela reste de la stabilisation et comme je vous le disais, début de semaine prochaine, il faudra voir comment la Chine ouvre. On va passer en revue quelques actions. On va regarder quel secteur tire. Donc, on a le pétrole qui tire à la hausse. On a Valorec, Eramet, Technip, Total, CGG. Donc ici, la stabilisation des cours du pétrole et les rumeurs qu'on a eues hier sur le fait qu'il pourrait y avoir des abaissements de production, ça a engendré une stabilisation du pétrole. Qui dit stabilisation du pétrole dit rebond des valeurs de l'énergie. Donc ici aussi, Valorec, Eramet, Technip, Total, tout ça c'est des valeurs baissières. Donc soit on décide d'aller à la pêche au point bas, mais comme vous avez pu le voir ces dernières semaines, c'est relativement compliqué. Soit on attend des véritables signaux de retournement.
Sur un titre comme Valorec, j'aurais tendance à essayer de tracer des canaux baissiers pour encadrer la tendance, et tant qu'on n'en est pas sorti, à faire attention. Voilà. En tous les cas, c'est la stabilisation du secteur énergétique qui fait du bien ce matin au marché. On a aussi les bancaires qui reprennent 2-3% après avoir fortement baissé. Ça, c'est BNP Paribas, vous voyez. Donc certes, elle stabilise, elle prend 2% aujourd'hui. Maintenant, on a bel et bien quand même une tendance qui est extrêmement baissière et on n'a aucun signal de retournement majeur à court terme. Donc oui, BNP peut stabiliser à court terme et peut-être remonter de 38 à 41, mais à moyen terme, ça reste baissier et les risques restent baissiers. Donc celui qui achète se met en devant d'éventuels soucis si la tendance baissière perdure. Voilà. À la baisse, Solocal qui avait publié des mauvais résultats donc se fait vendre à tour de bras. Le titre vient de passer de 6,40 à 3,74. Il a fortement accéléré hier. Malgré la stabilisation des indices ce jour, il continue de baisser. Donc ici, c'est un couteau qui tombe. Tant qu'il n'y a aucune réaction haussière, le titre est baissier et dangereux. Ubisoft perd 5% donc sur des abaissements de prévision. Vous voyez, Ubisoft était fortement monté l'année dernière. Je me souviens que j'avais fait un point sur quelques actions en ce début d'année. J'avais dit voilà, Ubisoft, c'est le candidat parfait si les marchés chutent en ce début d'année pour une correction. Et là, le titre a donc perdu 30% depuis 40% même pratiquement de ses plus hauts. Attendez, je dis des bêtises. On a perdu un tiers, on a perdu 30% depuis les plus hauts. Donc voilà, on a assisté à une belle stabilisation du titre. Corian continue de baisser suite à ses résultats. Forestia, Manitou, Valeo. Ouais, donc on a toujours un petit peu l'automobile qui est sous pression. On a Natixis qui baisse ce jour, pourtant elle tenait bien jusqu'ici. Et donc stabilisation des bancaires et de l'énergie qui permettent de reprendre un petit peu de couleur aujourd'hui. Concernant les matières premières, on a eu une stabilisation des cours du pétrole hier. Donc ici aussi, cela reste pour le moment une stabilisation. Vous voyez, on a baissé 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances d'affilée. On a cassé les plus bas annuels hier. Et les indices ont tenu et on a eu une rumeur, donc les cours ont arrêté de baisser et se sont stabilisés. Est-ce que pour autant on a un magnifique marteau suivi d'une accélération haussière? Non, pour l'instant ça reste très timide, ça reste une stabilisation des prix dans une tendance fortement baissière. Donc ici aussi il va en falloir un peu plus pour rebondir. Si le pétrole rebondit en plus, il peut rebondir vers 29-30 $, ce sera une forte zone de résistance. Seule une cassure des 30 $ engendrerait un retournement éventuel à moyen terme. Donc voilà, il y a ceux qui achètent tous les 100 points depuis des centaines de milliers de points, et puis il y a ceux qui attendront un retournement majeur, accompagné d'un point bas, accompagné d'une figure de retournement, ou bien d'un chandelier japonais super violent. On a d'ailleurs fait avec Tradosor un webinaire récemment à ce sujet, donc quand vous allez dans la rubrique d'analyse de CMC Markets, vous avez un webinaire ici, les configurations techniques préférées de Tradosor et Nicolas. C'est typiquement le type de webinaire qu'il faut voir dans les marchés dans lesquels nous sommes. Le jour où on aura des superbes chandeliers journaliers et ou hebdomadaires qui confirment des points bas, ne vous inquiétez pas, on aura largement le temps d'en parler. Dans une optique de diversification, je vous invite à suivre les cours du riz. Souvenez-vous, l'année dernière, sur le jus d'orange, sur le sucre, on avait vu quand même de belles opportunités, des opportunités qui avaient rapporté 30 à 50%, des opportunités un peu plus tranquilles, car c'est de la matière première, c'est du moyen terme, avec des stops larges, des objectifs intéressants, et puis comme ça, on n'a pas besoin de parler des indices, des actions, etc. Ici, vous voyez, c'est le riz. Les cours du riz sont dans un biseau descendant. Si le riz casse les 11
et clôture en dehors de son biseau, il donnera alors un signal haussier et comme je l'ai expliqué dans le webinaire sur les figures de retournement, un biseau, on a 81% de chance d'en sortir par le haut et c'est une figure qui est relativement propre et respectée généralement. Donc à surveiller, si le riz donne un signal, il y a un potentiel rallye qui pourrait se mettre en place sur les cours du riz et ce serait peut-être plus intéressant que d'aller sur le pétrole ou les indices. Le blé, lui, est sur son support, on en a parlé il y a 2 jours, il y est toujours, donc voilà, pour ceux qui veulent se placer sur support, c'est maintenant, pour ceux qui attendent un éventuel signal haussier, il faudrait attendre ne serait-ce qu'un nouveau plus haut cette semaine. Quoi d'autre sur les matières premières? La fève de cacao, on n'a pas encore atteint, me semble-t-il, les niveaux que j'attends. Le gaz naturel, il baisse. Donc le cacao, non, on n'a pas encore atteint de seuil comme je les attends. Le gaz naturel, il a rebaissé suite à la publication des stocks et il est sur les plus bas de la semaine dernière. Soit il réagit là, soit il reviendra peut-être lécher la borne basse de son canal ici, vers 1,85, 1,90. En tous les cas, tout comme le pétrole, le gaz est baissier, étant donné que les températures sont très clémentes aux États-Unis, cela n'aide pas une hausse éventuelle. Donc je pense que le pétrole peut être intéressant à surveiller, le riz dans une optique de diversification, le blé également. Les 3 mots que j'utilise le plus en ce moment, dont je vous ai parlé dans des émissions, dont j'ai parlé dans des interviews, etc., c'est patience, prudence et diversification. Quand je vous dis patience, c'est parce qu'on n'est pas pressé de passer à l'achat ou à la vente sur ces marchés. C'est des marchés tumultueux et volatiles où beaucoup de gens perdent de l'argent. Donc plus vous êtes patient, moins vous faites de trades, moins vous êtes en risque, moins vous perdez potentiellement de l'argent. Et plus vous patientez, plus vous attendez des signaux clairs. Et plus vous tradez des signaux clairs, plus vous vous donnez des chances de gagner. Voilà. La prudence, ça veut dire de ne pas utiliser trop de levier, de ne pas se jeter en intraday sur 3 à 4 actifs parce qu'on croit que c'est le point bas ou le point haut. Et enfin, la diversification, c'est vous inviter à aller plutôt ces 2 dernières semaines, plutôt que de vous dire d'essayer de trouver point bas sur les indices, je vous disais, regardez l'euro-dollar, il est en tendance haussière, regardez l'or, c'est en tendance haussière. Pourquoi ne pas jouer des tendances haussières fortes plutôt que d'aller essayer d'attraper des points sur les indices ou sur les actions? Alors, au niveau du Forex, pour terminer, l'AUD-NZD, je vous en ai parlé hier, c'est une paire que j'affectionne, c'est une paire qui approche d'un support de moyen terme qui se situe entre 1,05 et 1,0550. On a réagi aujourd'hui, mais je garde espoir sur le fait qu'on pourrait revenir vers la zone de support. Et moi, j'attends qu'on soit précisément dessus pour éventualiser une stratégie. Donc, je vous le dis, je suis en surveillance de l'AUD-NZD. Et si vous le voyez toucher 1,05 et réagir, alors n'hésitez pas à m'en parler. GBP-USD, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas regardé, elle est à 1,45, donc on a bien réussi à stabiliser après la forte chute qu'on avait eue pendant plusieurs mois. Et là, on a une tendance haussière qui peut également être cadrée de la sorte. Voilà, donc on est bel et bien dans un mouvement de rebond technique dans une tendance baissière forte. On peut cadrer la hausse avec un petit canal haussier. Tant qu'on sera dedans, la livre pourrait susceptiblement continuer de reprendre un petit peu de hauteur. On verra avec les statistiques de cet après-midi. Si les statistiques de cet après-midi sont mauvaises et font pression sur le dollar, de nouveau, la livre contre le dollar, l'euro contre le dollar pourrait continuer de grimper. Si cet après-midi, les chiffres US sont très bons, on pourrait avoir un pullback, donc vers 1,12, 1,1240, donc les plus hauts des dernières séances, et puis un seuil psychologique. Si les chiffres sont mauvais, que le dollar est délaissé, l'euro continuera sa course. Je vous rappelle que l'euro, après être sorti de son range dans lequel il était depuis 2 mois et avoir cassé les indices 50, a un objectif théorique qui se situe ici à 1,1450, 1,15 que vous pouvez voir sur mon graphique depuis 15 jours. Ça n'a pas changé, donc tant qu'on est haussier, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, l'euro peut être recherché et mis à profit. Voilà pour l'euro-dollar. Ensuite, l'USD rouble, je voulais vous remontrer aussi la résistance des 80.
Souvenez-vous, l'USD rouble, quand il était au-dessus de ses plus hauts, ici, je disais, attention, si le pétrole réagit, on pourrait clôturer sous les 80. C'est les plus hauts de 2014, c'est un seuil énorme. Donc le pétrole a rebondi un peu, l'USD rouble est retombé. Puis le pétrole est retombé vers les plus bas, l'USD rouble est revenu chercher 80. Ce qu'on peut constater, c'est que le pétrole a fait un nouveau plus bas, d'accord ? Sauf que l'USD rouble n'a pas fait un nouveau plus haut. Donc ça montre bien à quel point la zone des 80 ici psychologiquement est énorme. Potentiellement c'est un chiffre symbolique, donc il se peut que la Banque de Russie, la Banque centrale, intervienne sur cette zone. Ce que cela veut dire, c'est que si le pétrole tient ses plus bas et réagit comme il semble souhaiter le faire, ce qui n'est pas encore confirmé, mais qu'il pourrait y arriver si les rumeurs se confirment ou qu'il y en a de nouvelles. Et si c'était le cas, de nouveau, l'USD rouble échouerait sous les 80 et les baissiers prendraient potentiellement la main là-dessus. En tous les cas, gardez à l'esprit que si le pétrole rebondit, vous avez comme d'habitude l'USD rouble, l'USD NOK et l'USD CAD qui sont trois paires qui montent quand le pétrole baisse et qui baissent quand le pétrole monte et qui sont des paires potentiellement intéressantes. Elles ont eu des tendances haussières extrêmement puissantes puisque le pétrole était extrêmement baissier, mais on a atteint des zones majeures. Et même si le pétrole a été chercher de nouveau ses plus bas, vous voyez, l'USD CAD n'a pas été chercher ses plus hauts. Parce que l'USD, lui, n'est pas remonté sur ses plus hauts. Donc même si le pétrole va à 20, si ça se trouve, l'USD CAD ne dépassera peut-être jamais les 1,45. C'est pour ça que quand on a fait 1,45 sur l'USD CAD, je vous ai dit, c'est un seuil mensuel historique. C'est un seuil qui date du début des années 2000, même de 1997-18. Et donc, on voit bien qu'on a déjà perdu 700 points par rapport au plus haut alors que le pétrole est sur ses plus bas. Donc même si le pétrole va à 20, peut-être que l'USD CAD remontera vers 1,44. En tous les cas, la zone ici, 1,44, 1,47, c'est une zone de très long terme. Et si vous pensez que le pétrole courant 2016 ou 2017 se reprendra et n'ira pas beaucoup plus bas que 20, alors la zone long terme ici est une zone de vente sur laquelle vous jouez un retour de long terme vers les 1,30 par exemple. Voilà. Si vous achetez du pétrole à 25 pour viser les $50, c'est comme si vous étiez vendeur du USD-CAD à 1,45 pour viser les 1,30. Et puis dernière paire dont on va parler, c'est l'USD-Yen. L'USD-Yen donc est fortement baissier. L'USD-Yen a cassé un seuil de moyen terme. Donc tout comme sur les indices, je vous disais en ce début d'émission, nous avons un changement de paradigme. Nous sommes passés d'une tendance haussière de 6 ans à un marché désormais neutre avec un biais, une pente baissière. Eh bien l'USD-Yen, c'est exactement la même chose. L'USD-Yen était haussier à long terme car soutenu par sa banque centrale qui faisait pression sur sa monnaie, le yen, en imprimant. Le problème, c'est que quand il y a de la peur sur les marchés, le yen monte et la banque centrale n'a pas réussi à contrer cette appréciation du yen malgré des taux négatifs. Donc la BOJ a mis les taux négatifs ici, mais le marché a fait remonter le yen et donc baisser la paire USD-Yen. On a cassé les plus bas annuels. Hier, il y a eu des rumeurs selon lesquelles il y a eu une intervention de la BOJ, mais ça n'a fait remonter les cours qu'en séance, puis les vendeurs ont repris la main. Donc vous voyez bien que tout comme sur le CAC, tout comme sur le SP, l'USD-Yen, il y a un changement de paradigme à long terme. Il y a des supports moyen terme qui ont cassé. À court terme, oui, il a beaucoup baissé, oui, il a atteint un objectif théorique. Si vous prenez le mouvement de 121 à 116 et que vous le reportez, ça donne 500 points de baisse en objectif, ça donne 111 en objectif théorique. Je vous fais le dessin pour être bien compréhensible. Là, vous avez un mouvement haussier de la résistance au support. Le support ayant cassé, vous reportez le mouvement baissier et vous avez deux mouvements qui sont égaux. Donc tout comme le CAC, tout comme le SP500, on n'est plus haussier à très long terme, on a cassé des supports de moyen terme, mais à très court terme, on se stabilise. Stabiliser, ça veut dire soit stabiliser à plat, soit rebondir. Mais ce que je garde en tête, c'est que même si les cours rebondissent et reviennent sous des résistances, ce sera potentiellement pour rechuter ensuite, puisque les tendances haussières long terme sont désormais entachées
et puisque des signaux baissiers ont été donnés. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez attendre des rebonds pour shorter dans le sens de la tendance baissière, ou si vous plaidez pour un éventuel point bas, auquel cas vous vous placez à l'achat. Il y a bien évidemment des gens qui pensent que les indices peut-être sont en train de faire un point bas de moyen terme. Le Dow Jones et le SP500 ont plus ou moins tenu. Le SP500 n'a pas cassé 1800 points. Imaginons que les indices américains se reprennent, l'Europe pourrait rebondir et on pourrait avoir un retour à la hausse de 3, 4, 5, 6, 7%, pourquoi pas, si les banquiers centraux font leur travail. Mais en attendant, cela reste des prévisions optimistes. Vous l'avez vu, nous avons un changement de paradigme, il y a quelque chose qui a été cassé dans ces marchés, il y a des ajustements qui sont en train de se faire sur de nombreux secteurs, les investisseurs ne sont pas très optimistes et d'après moi, ce qu'il faut garder en tête et ce qui me fait rester pessimiste à moyen terme, c'est que les chiffres d'entreprise et les chiffres de PIB américains, européens, etc., à mon avis, les prochains chiffres ne seront pas bons. Les chiffres de l'emploi américain se détériorent, les chiffres manufacturiers en Europe se détériorent, les PMI européens ont été moins bons en janvier, février que précédemment. Donc voilà, oui, des petits rebonds à court terme, mais à moyen terme, les nuages s'amoncellent. Excusez-moi. Les fondamentaux continuent de se dégrader. Et donc de là à penser qu'on est en train de faire un point bas de moyen long terme et que les acheteurs vont reprendre la main et qu'on va repartir comme en 40, ce n'est absolument pas pour le moment mon scénario. Donc voilà pour le CAC et pour le DAX. Pour rappel, c'est toujours la même chose, c'est un canal baissier, c'est une tendance baissière et il n'y a pour l'instant aucun retournement. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur cette façon de voir les marchés, d'interpréter ce qu'il s'est passé ces derniers temps, sur le fait qu'à court terme, oui, on arrive sur des petits niveaux, mais que sans figure de retournement ou de signaux clairs, je ne suis absolument pas positif pour le moment. À moyen terme, je suis négatif sur les fondamentaux, il y a des raisons de l'être. Il y a beaucoup de raisons d'invoquer la prudence et pour vous, auditeurs, de vous préparer, de vous sécuriser. Voilà. J'ai vécu 2008, j'ai vu des gens acheter des actions tout le long de l'année 2008 et perdre beaucoup d'argent. J'ai vu des gens se mettre en face de marchés baissiers. C'est pas très beau à voir. Pour l'instant, le CAC perd 15% depuis le début de l'année. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait rien fait depuis le début de l'année gagne déjà 15% de différence par rapport à l'indice, a toute la possibilité de rentrer sur le marché quand il veut et garde l'initiative. Ce qu'il faut toujours, c'est ne pas subir, ne pas avoir des positions perdantes sur lesquelles vous ne savez plus quoi faire. Il faut toujours garder la situation en main. Il vaut mieux que vous tentiez d'acheter 5 points bas, mais qu'à chaque fois vous le fassiez avec doigté, avec des stops à zéro, avec des stops remontés, et qu'à chaque fois vous vous fassiez stopper à zéro ou avec une mini perte, plutôt que d'acheter dans la baisse et puis de prier pour que ça remonte. Voilà. Donc gardez bien tout cela à l'esprit, patience, prudence, on est vendredi, il n'y a pas besoin de se forcer, n'oubliez pas de vous diversifier. Et puis, écoutez, j'espère que la matinale vous plaît. Si vous avez des modifications, des critiques, des propositions, n'hésitez pas. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc un très bon vendredi, un bon appétit, un bon week-end de repos. Et je vous retrouve 10h tapante lundi prochain pour la matinale. Bonne journée à tous.